Bonjour Monsieur, Madame Siméon. Donc on est aujourd'hui mardi 30 novembre 2021 et je vous rencontre dans le cadre de l'inventaire croisé sur le plateau du Roumois et notamment sur la filière des arbres fruitiers et des pépinières à Auville. Donc pour commencer, je vais vous poser quelques petites questions un peu plus personnelles sur votre parcours. D'abord, savoir si vous êtes originaire de la commune. Moi, oui, je suis né à Auville. Vous êtes né à Auville et vos parents étaient également Mon père était né à Auville aussi. Donc ça fait déjà plusieurs générations. Oui, mes grands-parents aussi. Oui, c'est une génération. Ça fait ça fait 2 ou 3 générations avec moi. Mon père et mes grands-parents. Oui, je suis la 3e génération. Et vous habitiez quel secteur de la commune? Non, alors, on est nés, mes sœurs et moi, à Auville, à 2 pas d'ici. Et là, pas très loin. Et donc, moi, je me suis mariée jeune et après, moi, je suis pas restée à Auville. J'ai fait ma vie professionnelle et de jeune maman sur Rouen, Bois-Guillaume. Et c'est à la retraite, là, il y a 15 ans, qu'on est revenu ici, dans cette maison. D'accord. Et vous, Monsieur Siméon? Moi, mon parcours... Où est-ce que vous êtes né déjà? À Rouen. Je suis né à Vous êtes Rouen. rouennais. Et mes parents habitaient Canteleu, où mon père était maréchal ferrant Chardon. Donc jusqu'à l'âge de 6 ans, mon père est décédé, j'allais avoir 6 ans. Donc ensuite, on est allé un petit peu partout. Enfin, c'est-à-dire que à Saint-Martin-de-Bocherville, on est revenu à Croissé, qui était en bordure de la Seine. Et puis bon, je me suis marié à 25 ans. Donc, mais on a habité pendant 11 ans à Rouen. D'accord. Donc vous avez eu une bonne partie de votre vie plutôt citadine. Oui, mais les parents vivaient toujours à l'époque et on était très souvent à Auville avec les parents. On n'a jamais laissé Auville du fait que les parents ont habité jusqu'en 84-86. C'est rue du Boss-Lambert, c'est un petit peu à 400 mètres d'ici. Là. Oui. D'accord. Alors justement, pour revenir à Auville, quelle image vous avez de cette commune? Comment vous la qualifierez? En ce qui me concerne, elle est très chère à mon cœur, hein, forcément. Et oui, c'est comme ça qu'à la retraite, on est revenu ici. Hein. En fait, mes parents sont décédés, mon père en 86, et mes parents avaient fait le partage, j'ai 2 sœurs, nous sommes 3 filles, avaient fait le partage de leurs biens, de leurs terres, et nous à la retraite, moi j'avais cette parcelle là, sur laquelle on vit là maintenant. Et donc à la retraite, mon mari s'est passionné, lui déjà depuis un petit moment, disons avec les arbres, et puis à la retraite, on a décidé de revenir. Même avant ça, après le décès de ton père, même avant, j'ai repris le verger. Il y avait déjà un verger existant? Oui, il y avait déjà un verger. Une cour plantée, en fin de compte, on disait pas verger. Hein. Une cour plantée avec des bêtes, des vaches que ma mère... Oui, c'était un pré-verger, pour être précis. Mais c'est mon père qui avait planté une partie de ces herbes-là, puisqu'il était pépiniériste comme beaucoup d'autres gens ici, quoi. Et vous connaissez un petit peu l'histoire de cette maison-là? C'est une maison du 19e siècle? On connaît bien l'histoire, oui. Cette maison a appartenu à mes parents. C'est une maison du 1900, je pense, début 1900. Que mes parents avaient racheté, je sais pas en quelle année, dans les années 70, je dirais. Mais il ne l'habitait pas, il la louait à l'époque à des Parisiens qui venaient l'été ici. Il n'y avait pas de commodité, c'était l'époque comme ça. Dans les années
80, ils ont décidé de la vendre en viager, cette maison. Parce que ils avaient peur d'entrer dans des frais et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui l'a acheté en viager à l'époque. Et nous d'ailleurs, il y a pratiquement 20 ans, on l'a racheté à cette même personne à qui on avait vendu. Voilà, oui. Et on l'a aménagé parce qu'elle n'était pas comme ça. On habitait Bois-Guillaume, on a habité 31 ans à Bois-Guillaume, on a vendu notre maison de Bois-Guillaume pour venir ici et l'aménager à notre goût. Mais elle a un petit parfum familial, puisque les gens, les Parisiens qu'on connaissait bien, c'était devenu des amis de mes parents, ils l'appelaient, non c'est pas eux, remarque qu'il l'avait appelé comme ça, mais enfin c'est pas... Il avait appelé la Sauvageonne, cette maison-là, du nom du propriétaire, Monsieur Sauvage. Et nous, pour le souvenir pour les parents, on a gardé, c'est comme ça qu'on a gardé le nom de ce lieu, la Sauvageonne. Mais c'était ces Parisiens qui l'avaient, parce que c'était vraiment à l'état sauvage en plus ici, hein, c'était... Enfin, oui, il n'y avait pas de confort du tout. Hein. Non, puis c'était entouré, il y avait bien plus d'arbres et tout, c'était... Puis pour les Parisiens, évidemment, pour eux, c'était très la campagne, quoi. Voilà, l'histoire. Et on est revenu là, à la retraite, parce qu'il n'y a que 15 ans qu'on est là, définitivement, mais on n'a jamais laissé aux villes de par la famille, quoi. Et la maison où on est né, là, à 300 mètres, elle appartient toujours à la famille, c'est une de mes sœurs, celle qui habite en Espagne, qui est propriétaire de cette maison. Votre nom de jeune fille, c'est Sauvage. Moi, je m'appelle Francine Sauvage. Donc ça, c'est une famille. Je suis l'aînée des 3 filles Sauvages. Et donc, c'est votre père qui exerçait le métier de... Enfin, est-ce que d'abord c'est un métier ou est-ce que c'est... En fait, oui, c'est un métier, mais comme beaucoup de gens, tous les cultivateurs, beaucoup, ils ont appris leur métier sur le tas, on va dire. Hein. Il n'y a pas eu de formation. Mon père était un de ces pépiniéristes. Il achetait ses entes, comme on disait. Il les mettait en pépinière et il les élevait jusqu'à pouvoir les greffer, parce qu'il était spécialisé dans les pommiers, dans les arbres fruitiers, mon père. C'était un spécialiste des pommiers et des pruniers qui y greffait avec des... Voilà. Au moment du greffage, au moment de l'arrachage, il prenait des saisonniers, des journaliers, on disait. Tu l'aidais à... Fallait tailler la pépinière, les arbres. Et nous, petites gamines, je me souviens bien, c'était aux vacances de Pâques, c'était le moment où ils taillaient les arbres en pépinière, et on n'avait pas le choix, il fallait qu'on aille ramasser les branches. C'est-à-dire que mon père et ses journaliers taillaient, puis nous, les gamines derrière, on passait, on ramassait les branches, on faisait des petits tas, comme ça après c'était plus facile pour les adultes, avec la brouette, ils ramassaient les tas. Bon, c'est des souvenirs, et nous, dans nos yeux de gamine, on en parle quelquefois avec ma sœur, on voyait, parce que ça faisait des grands rangs, hein, mais nous, avec nos yeux de gosse, c'était encore plus long que réellement. On râlait, mais on n'avait pas le choix. Alors, on voyait pas les rangs finir, alors il fallait ramasser les branches, et puis il fallait bien faire ça. Voilà, c'est un des souvenirs. Oui, mon père, il élevait ses arbres, mais bon, Sauvage, il était réputé comme bon pépiniériste, enfin c'est mon père, mais c'est vrai. Mais il y en avait d'autres. Il y avait ici Lucien Jouan, qui était un copain de mon père. Il y a eu Fernand Léger pour finir. Il y a eu un Lefebvre aussi qui faisait de la pépinière, mais voilà. Donc c'était vraiment, il y avait vraiment plusieurs cultivateurs de Hauteville qui s'étaient spécialisés. C'était assez courant à l'époque. En règle générale, les agriculteurs, ils greffaient eux-mêmes leurs arbres. C'est pas compliqué. Hein, c'est eux qui greffent. Oui. De toute manière, ça se faisait comme ça dans la campagne. Ça se faisait comme ça dans la campagne. Et à l'époque, il y avait beaucoup plus d'arbres fruitiers. Puis il y avait ceux qui... Mon père, il en faisait commerce comme d'autres. Hein. Il faisait les marchés. Les gens venaient choisir leurs arbres en pépinière, il les marquait, etc. C'était son activité professionnelle. Hein. Ouais. Pour ce qui est de moi, j'ai créé en 1993
l'Association pomologique de Haute-Normandie pour la sauvegarde des variétés fruitières en voie de disparition. Parce on le bâtit entre autres, on sauve, mais on sauvait pas les arbres, hein, parce que j'étais pas seul, hein, on est trois à avoir créé cette association, donc on faisait des expositions pomologiques. Mais on alignait des assiettes, on l'on collectait à travers la Haute-Normandie, oui, enfin on allait quand même assez loin, et j'en ai eu marre, parce que à chaque fois que les gens venaient voir, oh là là, qu'est-ce que les fruits, où peut-on s'en procurer? On était incapable de dire, allez à tel endroit, vous allez en trouver. Donc ça, après, j'ai non pas abandonné, mais je me suis mis avec les collèges, les écoles primaires, les collèges et les lycées à prêcher la bonne parole de planter un arbre, le greffer, et après, dans les écoles primaires, les parents achetaient un arbre non greffé, ils venaient ici, on faisait un échantillonnage de fruits et ils choisissaient 5 variétés, et après, à l'époque, je veux dire au mois de mars, on greffait surtout des pommiers. C'est le plus facile pour les enfants, parce que les enfants, ils mettaient le greffon. Moi, je le taillais parce que les outils de pépiniérie, c'est très, très dangereux. Il faut que ça soit vraiment presque un rasoir. Et c'est au contact de votre beau-père que vous avez développé cette passion pour les arbres fruitiers? Oui, quand même, au départ. Ah c'est parce qu'il y avait déjà les arbres. Voilà, c'est ce qu'elle dit, la dame. Oui, parce que, bien sûr, lui-même, il achetait à Angers des porte-greffes et les replantait pour une année, qu'il greffait, et ensuite il les vendait. C'était plus facile pour lui. Mais c'était lui. Il avait sa propre pépinière, comme dit mon épouse, des rangs énormes. Oui, une pépinière. C'était pas que de la taille, hein, c'était aussi du greffage. Au Bosque Lambert. Mais pas que. Il y avait d'autres endroits. Au Traculé, il y en avait une. Il y en a eu ici, au Bosque Lambert, à la Cabé-Ferrand. Oui, il y avait. Je sais pas, il fallait changer sûrement de terrain, de terre pour planter. Les dernières qu'il a exploitées, c'était ici, effectivement, au Bosque Lambert. Et justement, est-ce que la terre de Hauville avait une qualité particulière pour l'élevage des plantes? Sans doute. Je vois au Traculé, il y avait beaucoup de cailloux, et le pommier acide se plaît dans les cailloux. Donc ça favorise la reprise. Par contre, ce qu'on appelle, donc ce que vous appelez les anthes, ce sont des jeunes plants, c'est ça? Oui, c'est ça qu'il a acheté. Et ceux-là, ils provenaient d'autres régions? Oui, c'est ça. Il a acheté. Plutôt dans l'Anjou? Oui, dans l'Anjou. Et peut-être en Basse-Normandie aussi? Non, en Anjou. Non, on allait. Il a acheté ses plants à Ambilloux-le-Château, oui. Chez Augereau. Il faisait venir souvent, à l'époque, c'était. À Tuitébert, il allait chercher au train à Tuitébert. Oui, et sinon, il allait, mon mari est allé au début qu'on était mariés, l'accompagner avec son camion en Anjou, oui. Sinon, ça arrivait que les plants soient acheminés par train? Oui. Et on allait les chercher à l'époque, à Tuitébert. À Tuitébert, il y avait une gare qui existe toujours, du reste. J'imagine que ils cultivaient principalement des pommiers, mais est-ce qu'il y avait d'autres essences? Il était spécialisé en prunier aussi. Pommier et prunier. Mais il y avait les poiriers, mais c'était sa spécialité. Je cherche la carte dessus. Il faut que je la retrouve. Est-ce qu'il avait des variétés favorites, un petit peu? Le classique, c'est le bénédictin, c'est la reine des rainettes, enfin ça c'était le boscope, c'était des variétés qui greffaient souvent. On va parler de la pomme de Revers. Oui. Pomme de la pomme de Revers. C'est le nom d'un abbé Revers, oui. La pomme de Revers, c'est très local, non? C'est local, mais l'origine de la pomme, c'est l'abbé Revers qui est officier
à Dole de Bretagne. Il a amené ses greffons à Conteville. Conteville, c'est un petit village où j'ai greffé des arbres pour l'école. Et du coup, donc l'activité de pépiniériste, est-ce qu'il y avait des travaux saisonniers ou est-ce que ça se déroule toute l'année? Il y avait des travaux saisonniers, mais toute l'année. Mais ta mère, c'était une petite ferme. Il y avait des... Non, mais ma mère, elle avait 400 vaches, 5-6 vaches. Oui, il y avait une petite activité de... C'était une petite ferme. Oui, avec, une petite ferme. Hein. Parce que c'était... Alors, quel travail il y avait à faire? Tout à l'heure, vous nous parliez de ramasser, que votre papa vous mettait à contribution pour ramasser les branches. Donc ça, c'était au moment de la taille. Oui. Quelles grandes étapes il y avait dans l'élevage des Déjà, il plants? fallait planter les antes ou des arbres plus grands. Fallait les entretenir. C'était surtout une activité saisonnière, je dirais, parce que en fait, c'est l'hiver, hein. Et puis le greffage, c'est au printemps. C'est au printemps, c'est-à-dire que la période de greffage, et puis l'hiver. Période de greffage, il faut respecter la floraison des arbres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fleurit en premier? Qu'est-ce qui fleurit en premier? Je vous pose la question. Je pense que c'est poirier, non? Non, c'est tous les arbres à noyaux. Donc prunier, cerisier, abricotier, mais enfin l'abricotier, il n'y en avait pas beaucoup. Mais ensuite, donc, fallait les greffer le plus tôt possible. En février, on faisait les pruniers. Après vient les poires. Et on finissait en avril par les pommes. Donc les pommes, c'était plus facile à greffer un pommier dans les collèges, lycées et écoles primaires. Parce que ça peut se faire un peu plus tard. Ça pouvait se faire un peu plus tard. Et donc, généralement, les pépiniéristes, ils avaient tout à l'heure on parlait des cours plantés, ça c'était, on trouvait ce genre de... C'était un peu l'organisation typique de... C'était pas spécial aux pépiniéristes, les cours plantés. Non, le pépiniériste, c'était un véritable métier, enfin véritable. Oui, parce que... Il y avait les pépinières dont je vous parlais, qu'il fallait entretenir, et l'hiver pour les marchés, avec ces journaliers, il fallait arracher, on disait arracher les arbres, hein, les jeunes plants, pour les mettre dans le camion, les porter au marché Duclerc, Côte-Bec, ou les porter chez des clients. Voilà, fallait... Lisieux aussi. Là, vous parlez de marché plutôt de l'autre côté de la Seine. Est-ce qu'ils fréquentaient aussi le marché de Routot, par exemple? Non. On allait aussi à Côte-Bec. Non, marché de Routot, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de pépiniéristes à l'époque. Hein. Eux qui faisaient le marché, je veux dire. Non, ils allaient plutôt, au-delà de la Seine, enfin. Donc plutôt pour alimenter tout ce qui est du côté maintenant qu'on appelle la route des fruits, plutôt toute la boucle de Juliette. Oui, on pourrait dire ça. Oui. Donc comment il faisait traverser la Seine et comment il a cheminé? Parce que j'imagine au départ il n'y avait pas le pont de Bretonne. Non, il y a le bac, c'est le bac qui prenait les bacs. Donc le bac de la Mailleraie. Ça dépend où il allait, le bac, à l'époque la Mailleraie, Heurtauville... Jumièges aussi. Jumièges aussi, oui, il prenait le bac. Hein. Donc il chargeait ça comment dans des... Il chargeait ça, il avait un petit camion tôlé, Citroën. Un plateau, ce qu'on appelait un plateau. Oui, un plateau Citroën. Et puis... c'était pratique, parce que quand on allait en Anjou, on revenait avec 300 plants. Donc il chargeait ça dans son camion avec son journalier qui l'aidait, et puis... la veille, et puis le matin, il partait tôt pour prendre le bac, aller à tel endroit pour faire le marché. Voilà, oui. Il partait la journée avec ma mère. Et ces acheteurs, c'était c'était plutôt des gens qui en faisaient une production... Des particuliers. Oh, puis aussi... C'était des particuliers. Beaucoup. Bah oui. En point de vue pommier à cidre, il avait des fermes aussi. Il demandait des... Bah oui, mais c'est des particuliers. C'est des particuliers, oui.
Tout à l'heure, on parlait peut-être de la qualité de la terre de Hauville. Est-ce que ça peut être lié un petit peu aussi à la présence de la forêt, le fait que la forêt de Bretonne soit pas très loin Je sais pas comment expliquer ça. Puis c'est vrai qu'à Hauville, c'était une terre, c'est ce qu'on dit, là, une terre de Hauville de pépiniéristes. C'est vrai, comme je le disais, mais... Oui, on en connaissait. Je sais pas si c'est lié à la forêt. On en connaissait au moins 4, c'est ce que j'ai dit, oui. Mais bon, c'était... Oui, c'était des gens comme mon père, des gens qui avaient appris leur métier des parents aussi, parce que mon grand-père faisait aussi un peu de pépinière, il me semble, qui greffait. Mon grand-père sauvage, comme chez Jouan, ouais. C'était courant à l'époque. Hein. C'était quoi le prénom de votre grand-père et de votre père? Mon père s'appelait Paul Sauvage, puis mon grand-père Alphonse Sauvage. Mais mon grand-père, c'était accessoire. Enfin, il était débardeur de bois en forêt, mon grand-père Alphonse. Mais je crois, il me semble avoir entendu dire que mon père, il s'est mis à la pépinière avec son père, qui devait... comme mon père, c'était de l'artisanat tout ça, hein, qu'on ne trouve plus. Et mon grand-père aussi avait dû apprendre à greffer. Et mon père a dû apprendre. Il me faudrait que je parle avec ma sœur. Oui, c'est un peu, voilà, à l'époque. De la transmission. C'est ça, c'est un peu de la transmission, mais vous savez, c'était une petite échelle, hein, c'était des artisans, mais des vrais, qui faisaient tout eux-mêmes. Hein. Oui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver maintenant dans les grandes pépinières ou les jardineries. Non, ben, c'était comme ça, mais mon père, il faisait pas du tout, par exemple, à l'époque, on en faisait beaucoup moins, voire pas, faisait pas du tout d'arbres, d'ornements. Il y a aussi un autre pépiniériste que j'ai oublié de nommer, c'est Guy Quesnay, qui est très connu à Hauville, qui a été maire, lui aussi. Mais alors lui, sur la fin, je crois qu'il avait, c'était une sacrée entreprise, hein. Guy Quesnay, hein, aussi, mais lui, il faisait de l'ornement. Et je me souviens que mon père, quand ses clients lui posaient la question, ça commençait à venir, l'ornement, hein, dans les années... pour moi, 70. Et mon père, il conseillait Guy Quesnay pour l'ornement, parce que lui n'en faisait pas. Alors l'ornement, je ne vais pas savoir vous dire, mais l'ornement, ce qu'on appelle l'ornement. Des beaux arbres. Ben c'est pas des arbres des rougets, c'est les rosiers, les arbres, Donc Monsieur Quesnay, c'est un des derniers en fait. Je crois bien que c'est un des derniers, mais le tout dernier, il s'appelle Fernand Léger. C'est un petit, ça a l'air prétentieux de dire ça, et pas bien. Non, c'est le dernier qui a exercé son métier de pépinière à Hauville. Voilà, Fernand Léger. On peut peut-être déjà un peu parler des outils qu'utilisaient les pépiniéristes. Alors, outils l'arracheuse, qu'on ira voir tout à l'heure, et puis les outils, c'est la scie. La scie à élaguer, c'est-à-dire que les dents sont à l'envers. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans l'arbre, il faut pas scier pour scier vers vous. Donc ça permet de rester debout, de pas partir avec la branche. Quand on veut faire un élagage correctif, il faut être au moins 2 personnes. Une personne dans l'arbre et une personne au sol, qui guide celui qui... Parce que vous n'avez pas du tout la même vision quand vous êtes dans l'arbre qu'au sol. Alors, avant toute chose, il faut regarder faire un parcours tout autour de l'arbre, de voir les branches qui peuvent être... Par exemple, une branche qui est une autre par-dessus, faut en supprimer une des 2. Et aussi respecter les vents dominants. La ramure d'un arbre doit toujours être supérieure du côté des vents dominants, c'est-à-dire à l'ouest. Partant de ça, vous pouvez commencer à élaguer. Mais un élagage correctif, hein, c'est-à-dire un arbre qui a jamais eu de taille. Ça, c'est surtout pour ce qu'on appelle les arbres de plein vent.
Alors j'avais lu là dans l'abbé Oudine que traditionnellement dans les cours plantés, ils avaient tendance à mettre les poiriers justement qui sont plus hauts que les pommiers, plus à l'ouest, Oui, pour prendre les vents, oui, et les pommiers ensuite. oui. Parce que dans le Pays de Caux, vous avez des masures, des clos masures qui sont caractéristiques. Un talus, un fossé, je viens d'en créer un avec Samuel Cissé, là. Et vous avez les poiriers en bordure, ce qui protège. Alors les poiriers, c'est des poiriers de plein vent. Là, nous en avons 2 dans la cour là, qui sont plus que centenaires. Et encore, ils sont gros comme ça seulement. Hein. C'est très très lent un poirier de plein vent à produire. 100 ans pour grandir, 100 ans pour prospérer, 100 ans pour mourir, c'est ça le poirier? Non, oui, ça, on peut voir ça comme ça. Il met 10 ans à produire, 40 à 50 ans de production, et après, il est dans une phase de décrépitude. Les deux gros là, ils produisent encore, mais pas en rapport à la grosseur qu'ils ont. Donc on a parlé de la scie à élaguer, de... Ah bah, alors la serpette. La serpette, donc ça servait Aussi, à quoi? et puis l'outil à greffer. Donc la serpette, c'est pour les petites branches? Non, serpette, c'est pour faire le bourrelet cicatriciel, sur une plaie. Ça favorise la cicatrisation. Et l'arracheuse, alors ça? Alors l'arracheuse, elle est dans le... Et ça, c'était pour arracher les plants une fois qu'ils étaient bien implantés. Ah bah, fallait déjà Fallait que ça soit des plats. ouvrir un petit peu tout autour pour savoir où l'outil, le cliquet, de l'autre côté il est pointu pour enlever un peu de terre autour. Alors, comment vous expliquez que ce métier de pépiniériste, il est disparu, finalement? À cause du commerce, des jardineries qui sont... Je pense que c'est ça, non? Les grandes surfaces, les jardineries qui se sont... Oui, les jardineries, c'est... Ben oui. C'est des vendeurs d'arbres, hein. Excusez-moi, ils n'ont rien à voir avec les anciens pépiniéristes. Il y a peut-être des professionnels, hein, il y a des gens qui connaissent, hein, oui. Mais bon, c'est peut-être pas la majorité. Non, pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une perte d'habitude des gens de planter des arbres aussi? Puisqu'à une époque, c'était dans quelles années qu'on arrachait, mon père il a dû arracher il donnait des primes pour arracher, vous avez dû entendre parler de ça, arracher les arbres fruitiers. Ouais. Donc c'était plutôt l'effet inverse. Ouais. Et puis le remembrement a fait beaucoup de mal aussi. Oui, le remembrement aussi. Maintenant, là, on était entouré de prairies avec des bêtes. Là maintenant, on est entouré de céréaliers. En tout cas, vous avez constaté une disparition des surfaces en verger. Bah oui. Ça, on le voit aussi. En verger, en prairie. Moi, j'ai vu ce qu'on appelle l'herbage de la pointe. Du temps de ton père, on allait aussi ramasser des pommes acides. Oui. Et ces arbres-là, ils ont été arrachés parce qu'il fallait plus... Dans le pré qui est de l'autre côté. Le pré, non. Le céréales, là, qui font de l'autre côté de la rue Adam, là. C'était aussi... C'était une prairie avec... C'était une prairie, hein. Et maintenant, tout est mis en culture. Mais bon. Question de rentabilité, je pense. Enfin, après, et les parcelles qu'avait votre père, elles sont devenues quoi? Elles sont devenues des champs. C'est le cas tout autour. Combien il y avait d'hectares? Une quarantaine d'hectares à peu près. Oui, il y avait une quarantaine d'hectares. 45 hectares. Et puis il reste plus. Ont été partagés entre nous trois, des filles. Là, Actuellement, il reste plus que 2 hectares de verger, c'est tout, sur les 42. Et pourtant, Auville, c'est peut-être une commune qui a un peu moins souffert que d'autres au niveau de l'urbanisation, par rapport à Routot, par exemple. Oui, mais il faut dire, attention, Auville, c'est quand même 1400 hectares.
C'est très, très étendu. Il y a énormément de hameaux hein, au Ville. Hein. C'est des hameaux ou des lieux-dits. Et quelle variété de pommes, quelle variété ancienne on trouve encore de nos jours à Auville? De pommes ou de prunes ou voilà, qui étaient traditionnellement cultivées ici, puis qui sont toujours encore un petit peu chez les particuliers. Les prunes, ton père était pas trop... Si, le bleu de Belgique, qu'est-ce qu'il y avait? Enfin, des variétés anciennes qu'il avait, ton père. Oui, ça m'échappe le nom des variétés. Enfin, sinon, les pommes, c'était... La verte bonne. Oui, la verte bonne, la reine diaphane, Oui. Oui. Et puis sinon, les pommes, ben, c'est les plus connues, hein, la bénédictin, la Boscope, Cox orange. Cox orange, je sais pas si du temps de mon père, il y avait Il en faisait un bon. Ça, c'est des variétés qui ont été la duchesse, croisées. moi j'ai la duchesse de Brabant. Non, ça c'est de la poire, ça. Hein? La duchesse de Brabant, c'est de la poire. Non, c'est de la pomme. Ah, pardon. Il est là, juste derrière. Ah bon. Il y a aussi la pomme de Revers dont vous parlez. la pomme de Revers. Elle est très connue ici en Normandie et très appréciée, mais sinon... Il y a la carmine. La carmine, c'est un croisement de cox orange et de reine des rainettes. C'est des nouvelles variétés. C'est des nouvelles variétés qui ont 50 ans quand même. Hein. La rainette de Bailleul. Ah là oui. Le Bailleul. Si, en Seine-Maritime, c'est le gros hôpital. Le Bailleul, mon père, ça c'est bon. Ça. Il parlait beaucoup du Bailleul. À l'époque, c'était toutes ces... Il parlait pas de la cox orange ni de la carmine. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre. La rainette de Bailleul, c'est une des plus anciennes. Oui. Avec la Revers dont on parlait Alors, tout à l'heure. avec la reine des rainettes, parce que pour polliniser les eaux, par exemple, ici, il faut 5 reines de rainettes pour polliniser les 280 arbres. Donc sur quoi on peut s'appuyer pour essayer de réinciter les gens à replanter des arbres fruitiers? Oui. On peut s'appuyer. À Auville, il y a trois jeunes qui sont en ménage, qui sont partants pour créer bon, eux, ils ont pas la plus superficie, mais l'année dernière, j'ai fait une porte ouverte et dégustation des fruits. Bah oui. Ben pour les faire connaître, ces variétés-là, il n'y a rien de tel que de les faire déguster. Les faire déguster. Quand vous goûtez une pomme locale avec ces vieilles variétés, que ce soit la Revers, la bénédictin, ou c'est autre chose que les pommes bicolores là, qui vous vendent, qui n'ont pas de goût, ça juste du jus. Voilà. Alors après, il faut les faire connaître. Comment les faire connaître? Ben, je crois que c'est la golden. C'est en cours. Hein. Les gens commencent un peu à découvrir quand même, je trouve. Oui. Il y a un retour. Oui, ça c'est sûr. Il y a un retour ça c'est sûr. Vers l'authentique. Le goûteux, l'authentique. Ça s'amorce quand même, mais bon. Maintenant, après, comment pérenniser ça, je ne sais pas. Ben, continuer à faire connaître les anciennes variétés, oui, et surtout les goûter pour que les gens voient la différence entre une pomme bicolore en question et puis une belle de Boscope ou un bénédictin, ça n'a rien à voir. La Jeunagole, c'est une bonne pomme, hein, mais bon, c'est une pomme moderne.